Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la promotion de l'emploi et le respect du contenu local au cœur des priorités. Le président du CNT a visité une unité de production de boissons non alcoolisées pour s'assurer du respect de ces normes et encourager l'emploi. Abidjan, la capitale ivoirienne, abrite les 60e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, une rencontre qui va élire aussi le nouveau président de la BAD. La Guinée est représentée par une forte délégation conduite par le ministre de l'économie. Sport handball, les équipes cadettes et juniors sacrées au tournoi IHF Trophy Zone 2 ont été réceptionnées à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Un accueil triomphal qui a mobilisé membres de la fédération et autorités. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le respect du contenu local et la promotion de l'emploi jeune au cœur des priorités. Le président du Conseil national de la transition était sur le terrain pour s'assurer des réalités. Dr Dansa Koroma a visité une usine de production de boissons non alcoolisées qui emploie plus de 1000 travailleurs guinéens. Plusieurs points ont été passés en revue, notamment la qualité des produits et le respect du cahier de charge. Reportage Moussa Bangoura. L'emploi jeune, une des priorités du gouvernement et ses partenaires. Ici, à American Beverage, à Kagbele, la main-d'œuvre locale est employée sur toute la chaîne. Pour s'assurer du respect du contenu local, le président du CNT vient s'enquérir des réalités. Du laboratoire à la mise en bouteille, en passant par le magasin de stockage et la station de traitement des eaux usées, toutes les installations de cette entreprise de production de jus ont été passées à revue par le président du Conseil national de la transition. Ça fait partie des missions essentielles du Parlement de chercher à s'informer pour mieux porter les aspirations des populations. Et ce qui m'a marqué, c'est la présence massive de travailleurs guinéens. Vous savez, la création de l'emploi, l'État seul ne peut pas. Il faut créer des conditions pour avoir un secteur privé dynamique pour créer de l'emploi. Et j'ai vu des milliers de personnes qui gagnent leur vie à travers cette usine. En tant que l'un des responsables de ce pays, nous avons l'obligation d'abord de nous assurer de la qualité de la production, de la qualité des produits, mais surtout ce qui est important, si l'entreprise est en règle sur le plan fiscal, elle crée de l'emploi pour les Guinéens et le contenu local est respecté. C'est une entreprise qui mérite d'être soutenue et renforcée. Implantée dans le pays il y a plus de 5 ans, cette usine de production de boissons non alcoolisées se félicite du passage des autorités, mais aussi du respect du cahier de charge des entreprises. À date, l'établissement compte 1200 travailleurs guinéens. C'est un proud. Il est honoré de pouvoir participer, payer des impôts et de la douane à hauteur de milliards, des milliards pour ce pays-là. Et ça contribue donc au développement du pays. Il vous informe qu'il prend tous ses travailleurs comme les membres de sa famille. Et il a l'espoir aujourd'hui que les choses vont évoluer davantage. Surtout avec le nouveau système qui est en place, le président qui est là, ça lui donne encore l'espoir qu'il peut faire encore mieux. I see a lot of opportunities for everybody. Pour le moment, ça va. En fonction de ce que je fais ici, ça m'a aussi aidé. Aujourd'hui, j'ai créé ma petite famille qui est aujourd'hui avec moi à la maison. J'ai eu mon contrat en 2018. Depuis 2018, en tout cas, nous sommes là. À American Beverage, en plus de la production du jus 24 heures, des jus de plusieurs gammes sont produits et exportés vers les pays voisins. Avec la refondation prônée par le président de la République, le PDG de l'entreprise compte accroître la production pour mieux inonder le marché et contribuer à stabiliser les prix.
Ouverture ce matin à Conakry du Forum régional des conseils consultatifs des jeunes organisé par Plan International. Il porte sur le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable, une occasion pour créer un espace de dialogue entre les jeunes, les leaders et les institutions. Compte rendu Adi Kamara. Ce mardi 27 mai 2025, Conakry accueille les délégués venus de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en vue de discuter autour des valeurs qui fondent le rôle de la jeunesse dans le processus de développement durable, participation, défis et perspectives. En tant qu'acteurs du présent et architectes de l'avenir, les jeunes jouent un rôle de premier ordre dans la promotion de pratiques responsables, l'innovation sociale et technologique. À cela vient se greffer la mobilisation collective pour une Afrique plus équitable et respectueuse de l'environnement. Dans nos villes et nos campagnes, les jeunes font face à des défis immenses. L'accès inégal à l'éducation et aux opportunités d'apprentissage, le chômage, la faible inclusion dans les espaces de décision, les discriminations basées sur le genre et les effets dévastateurs des crises sociopolitiques et humanitaires. Malgré tout, cette jeunesse est debout, elle s'organise, elle crée, elle agit, elle propose, même si son point de vue n'est pas toujours pris en compte. Ce forum est une opportunité unique de repenser ensemble les politiques et les modèles de gouvernance et d'échanger sur les aspirations et les ambitions des jeunes en créant une nouvelle dynamique de collaboration avec ces derniers. Plan International a évolué en Guinée depuis 1989. Il œuvre aux côtés des enfants, des jeunes et collabore directement avec 239 communautés situées dans les préfectures de Koya, Dubrika, Fourekaria, Farana, Kissidougou, Massanta, Zérekore et Youmou. Pour ce faire, au cours de ce forum, des panels et conférences seront organisés afin de définir des orientations permettant d'aboutir à des recommandations réalistes pour soutenir l'engagement des jeunes en faveur du développement durable. Chers jeunes, les défis auxquels vous êtes confrontés définissent l'époque que nous vivons actuellement. C'est pourquoi, tout au long de cette semaine, vous devriez explorer les opportunités offertes à la nouvelle génération de jeunes leaders que vous êtes. Une génération qui tracera un chemin meilleur pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous êtes réunis dans cette salle. Nous voulons remercier Plan pour avoir initié, parce que ça va permettre de réfléchir sur le nouveau paradigme de la jeunesse. Une jeunesse qui réclamait, qui faisait plutôt des déclarations, qui faisait des demandes aux anciens, mais maintenant qui est au pouvoir. Cela change complètement le paradigme. Vous avez notre président du Parlement qui est l'un des acteurs importants de cette jeunesse africaine et par sa mission. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire des déclarations pour le demander. C'est plutôt à lui de nous proposer des solutions au peuple de Guinée. Le Premier ministre chef du gouvernement qui préside ces travaux en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma, des membres du CNRD et du gouvernement loue d'abord les efforts du plan international avant d'inviter les uns et les autres à la création des cadres inclusifs favorisant les participations des jeunes dans la construction et la promotion du dialogue, l'éducation, à la citoyenneté et au développement d'entrepreneuriat durable. La seule chose qui peut protéger l'être humain, c'est sa capacité cognitive à comprendre le réel et à le transformer. Insistons sur l'éducation, parce que sans éducation, sans une capacité propre de définir sa proposition, de cultiver sa conscience, il va de soi que nous devenons tous fragiles. En prenant conscience, on n'est plus dans une phase revendicative, on est dans une phase où soi-même on dit quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis.
D'où la nécessité d'une plus grande implication pour transformer cela. J'espère que les 4 journées de réflexion, avec des expériences diverses d'un pays par rapport à un autre, ça nous permettra d'avoir une esquisse d'une feuille de route susceptible d'encourager les gouvernants à prendre en compte les différentes propositions. C'est un forum régional des conseils consultatifs de 4 jours qui se veut pérenne, dynamique et capable d'impulser le développement de l'Afrique. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est aussi le présent du développement durable. À présent, ces décrets qui viennent de nous parvenir, des décrets lus sur ce plateau par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. Suivez. Merci. Décret D 2025 075 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le médecin capitaine Suleiman Diakité, matricule 27584G, cardiologue, est nommé directeur du service médical à la présidence de la République, en remplacement du médecin commandant Mamadouba Fougué Kamara, limogé. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2025 076 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre à la Banque centrale de la République de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, M. Almami De Silla, précédemment directeur des opérations d'échange à la Banque centrale, est nommé deuxième vice-gouverneur de la dite institution. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Arrêté. A. 2025 521 MMG SGG portant mise en zone de réserve stratégique des permis de recherche. Le ministre des Mines et de la Géologie, vu la charte de la transition, arrête. Article 1er. Les permis de recherche de bauxite, de fer, d'or, de diamant, de calcaire et de métaux de base retirés suivant l'arrêté A 2025 520 MMG SGG du 26 mai 2025 sont mis en zone de réserve stratégique conformément à l'article 5 du Code minier. Article 2. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines, la Direction nationale de la géologie, les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux des mines et géologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 mai 2025. Signé le ministre Bouna Silla. Je vous remercie.
Vous venez de suivre les décrets lus sur ce plateau par Général Amara Kamara. Dans l'actualité encore, un atelier sur la finalisation du rapport d'auto-évaluation de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption a été lancé ce mardi, présidé par le ministre secrétaire général de la Présidence, le Général Amara Kamara. Plusieurs représentants d'institutions nationales, d'experts internationaux, des membres de la société civile et des universitaires participent aux travaux. Reportage adjudant-chef Aboubakar Kamanou. L'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance ANLC a lancé ce mardi un important atelier de 3 jours consacré à la finalisation de l'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, particulièrement en ce qui concerne les mesures préventives et de recouvrement des avoirs. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, le général Amara Kamara, en présence de représentants d'institutions nationales, d'experts internationaux, d'acteurs publics et privés, de membres de la société civile ainsi que des universitaires et chercheurs. Au total, 50 participants prennent part à ces travaux. Cet atelier vise à évaluer les progrès réalisés par la République de Guinée dans la mise en œuvre des recommandations formulées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et les États examinateurs dans le cadre du mécanisme d'examen de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il s'agit également de valider le projet de rapport d'auto-évaluation préparé par l'ANLC en conformité avec la législation nationale et les pratiques guinéennes. Dans son discours d'ouverture, le général Amara Kamara a réaffirmé l'engagement du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à lutter résolument contre la corruption sous toutes ses formes. Il a souligné que la transparence, l'intégrité et la redevabilité doivent être au cœur de l'action publique dans notre pays. Avec une profonde conviction et une ferme volonté, je m'adresse à vous au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, à l'occasion de l'examen de notre pays au titre du second cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Notre adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption ne constitue pas un simple acte de conformité juridique. Elle traduit avant tout un engagement politique fort et assumé en faveur de la transparence, de la justice et de la bonne gouvernance. Sous le leadership du Comité national du Rassemblement pour le développement et de son président, des réformes audacieuses ont été mises en œuvre pour refonder notre système de gestion publique et asseoir une gouvernance intègre. La vision stratégique qui nous guide, notamment à travers le programme Simandou 2040, définit une trajectoire ambitieuse vers une Guinée modernisée, où la bonne gouvernance est le socle d'un développement durable. Malgré les chocs internes et externes affectant l'économie guinéenne, le PIB réel de notre pays a enregistré une croissance de 6,6% en 2024, contre 6,2% en 2023, soit 2 fois la moyenne de la sous-région ouest-africaine. Un taux de croissance de 7,1% est attendu en 2025. La croissance de la Guinée passera à 2 chiffres à partir de 2026, soit 10,6%, pour atteindre 10,8% à la fin de 2028. Le taux d'inflation de notre pays est passé de 2 chiffres à 3% à date, soit le plus faible taux de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Le déficit budgétaire s'est situé ces dernières années autour de 3%, ou pour certains pays de la sous-région tourne aux alentours de 7%. Le taux d'endettement est l'un des plus modérés, à savoir en dessous de 40%, pour être précis, 37% très exactement. La balance de paiement de notre pays est positive ces dernières années. Notre monnaie s'est stabilisée vis-à-vis des principales devises. L'évaluation de la République de Guinée au compte du 2e cycle de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption représente pour nous une opportunité précieuse. Elle nous permet de mesurer nos progrès, d'identifier nos actes d'amélioration et de renforcer notre dynamique réformatrice en collaboration avec les experts évaluateurs.
Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'ANC, Dr Mohamed Berete, a insisté sur l'importance de cette rencontre technique qui permettra non seulement d'assurer la conformité de la République de Guinée aux standards internationaux, mais également de renforcer la crédibilité du pays dans ses engagements régionaux et multilatéraux en matière de gouvernance. Les Nations Unies se donnent le droit d'évaluer tous les pays membres qui ont souscrit à cette convention par rapport à leur capacité d'application de la dite convention dans leur pays respectif. Et cette évaluation donc est périodique. C'est à cette règle que la Guinée obéit. Maintenant là, nous avons reçu dans nos murs des experts onusiens qui sont venus justement évaluer la République de Guinée quant à notre capacité d'accomplissement justement de nos engagements à travers la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et cette convention, naturellement, va nous amener à évaluer 2 de ces points. L'évaluation portera sur 2 points, c'est-à-dire notre capacité à faire la promotion de la bonne gouvernance, donc la prévention, toutes les mesures de prévention de la corruption en République de Guinée et aussi toutes les grandes actions que nous avons menées ces derniers temps pour endiguer ce fléau qui est la corruption, fléau qui annule tous les efforts de développement. Et le deuxième volet de cette évaluation portera sur les efforts que nous avons fournis pour le recouvrement des avoirs de l'État, les avoirs spoliés de l'État. Donc ça, c'est un volet extrêmement important. Vous l'avez su ces derniers temps à travers justement les différentes interventions du président de la République qui a lui-même créé une institution chargée de ce recouvrement-là, l'AGRAS. Nous sommes venus dans le cadre de l'examen du mécanisme de l'application de l'application des Nations Unies contre la corruption pour faire l'examen du 2e cycle d'application d'examen. Nous sommes venus voir comment sont les mesures préventives et les chapitre 2 de la Convention et le recouvrement des savoirs, chapitre 5 de la Convention. Nous allons voir quelles sont les bonnes pratiques, les défis et quel est l'état de provision et les cas pratiques d'examen de l'application de la Guinée. L'atelier est structuré autour de sessions plénières et de groupes de travail thématiques portant notamment sur les dispositifs légaux de prévention de la corruption, les mécanismes de contrôle, les stratégies de coopération internationales et les procédures de recouvrement des avoirs issus de la corruption. À travers cette initiative, la Guinée réaffirme sa volonté d'inscrire la lutte contre la corruption parmi les priorités de la transition et de bâtir des institutions fortes au service du peuple et de l'intérêt général. 60e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD, en plus du diagnostic et perspectives sur le financement des projets et programmes de développement. Elles seront aussi ponctuées par l'élection d'un nouveau président. La délégation guinéenne est fortement représentée avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances. Compte rendu Mamadi Gassama. Après celle de 2015, la capitale ivoirienne accueille de nouveau les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce rendez-vous économique majeur est rehaussé de la présence de plusieurs chefs d'État. Un symbole fort d'une Afrique orientée vers une transformation structurelle. Pour y arriver, il est donc urgent pour les pays de faire face aux grands défis mondiaux de ces dernières années. Le contexte global, c'est que nous avions une vision d'importance systémique de l'intervention de la BAD dans les pays membres. Et donc, le premier jour de cette interview pour la Guinée a été question d'être reçu par la vice-présidente en charge des opérations, avec laquelle nous avions passé en revue l'état des portefeuilles et des programmes de développement financés par la Banque africaine de développement. À ce niveau, il est important de souligner que la Guinée fait partie aujourd'hui des pays les plus performants en matière de taux de décaissement. Et le taux de décaissement donc, de l'ensemble de nos projets sont aux alentours de près de 50%. Et pour un encours global de 750 millions de dollars. Ça, c'est une performance, c'est une évolution. Une signature de coopération, elle témoigne les relations de partenariat entre la Guinée et Eximbank. Une bonne signature d'ailleurs que j'apprécie hautement avec mon collègue Ismaël Nabé, qui est le ministre du Plan et de la Coopération, et qui balise un cadre de coopération
C'est une importance systémique. Ça nous permettra de dérouler les éléments à implémenter et à mettre comme projet à discuter et à financer sous forme de dons et sous forme de prêts. Les assemblées sont des occasions pour les institutions pour faire le bilan des activités et procéder à l'élaboration d'une perspective, ce afin d'avoir une visibilité sur les programmes à venir. L'autre fait marquant de cette 60e assemblée, c'est l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution. Recensement administratif à vocation d'état civil dans la préfecture de Dabola, le ministre de la Justice sensibilise sur l'importance de cet ambitieux projet présidentiel. Yaya Kairaba Kaba explique l'enjeu de cet enrôlement aux populations. Reportage Tierno Younoussaba. Lancé le 15 avril pour 45 jours, le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PENRAVEC fait son chemin. Sur le terrain, des activités citoyennes sont menées pour amener l'essentiel des populations à se faire recenser. À Dabola, sa ville natale, le ministre de la Justice est à la rencontre des populations. Je me suis employé à contrôler le travail des CAR, des commissions administratives de recensement. Et à ce niveau, à Dabola, franchement, il n'y a pas d'impair. La preuve est que je viens de remettre au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, une tablette en guise de récompense à cette jeune fille qui a fait montre de volonté, mais surtout qui a fait montre d'endurance, de courage et de compétence. Accompagné par les cadres de son département et autres acteurs ressortissants de la localité, Yaya Kairaba Kaba a sillonné les localités de Dogomé, Arfa Moussaya et la commune urbaine pour toucher plus de populations à travers la sensibilisation afin d'accomplir cet acte civique. Comment prouver que vous êtes guinéen? C'est par ce recensement. Et les avantages liés à ce recensement sont nombreux. Il y a des avantages de voyage. Vous voulez avoir une carte d'identité. Vous êtes recensé, vous avez un numéro identifiant, tout est facile pour vous. Vous êtes guinéen. Mais imaginez un temps soit peu que celui qui refuse de se recenser ait l'année prochaine l'occasion d'aller faire le pèlerinage ou d'aller à la Umrah, qu'il se présente aux autorités religieuses, on lui demande ses documents de recensement, il se dit « je n'ai pas été recensé », il ne bénéficiera pas de ce voyage parce qu'il ne sera pas considéré aux yeux de la loi comme un Guinéen. Nous avons vraiment réussi à inverser déjà les statistiques sur le terrain. Avant notre arrivée sur le terrain, nous étions à moins de 50% pour un taux de recensement global au niveau régional. Mais aujourd'hui, aucune préfecture de la région de Farana n'est à moins de 100%. Donc c'est pour dire déjà que c'est une réussite parfaite déjà en tant qu'acteur déjà d'appui, en tant que personnel d'appui sur le terrain, où nous demandons à ceux qui aient une prolongation déjà de ce recensement, parce qu'il y a une forte mobilisation de la population à la base. La campagne va se poursuivre dans la région. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, compte sensibiliser sur la portée de l'identification biométrique et entend éventuellement identifier toutes les difficultés liées au processus afin d'aboutir aux résultats escomptés avant la date limite de l'opération. Dans la région de Kankan, les orpailleurs aussi s'impliquent dans la sensibilisation. Ils invitent les membres de leur corporation à se faire recenser. Marwan Kamara. À l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, l'idée de recenser les acteurs à la base est défendue. L'antenne de Kankan est sur pied pour sillonner les sites miniers de la savane guinéenne. Première étape, la commune rurale de Missamana pour sensibiliser les orpailleurs. Notre mission en ce moment est de sensibiliser, mobiliser les orpailleurs pour le recensement. On ne doit pas se limiter seulement à l'information, il faut se rendre aussi sur le terrain pour qu'ils puissent être tous recensés. Cela est la participation de l'INOG. Ici, à Missamana, cet autre pilier de la refondation de l'État est bien accueilli. Objectif affiché,
accroître la mobilisation sociale pour ajuster l'action publique aux besoins des populations, notamment les orpailleurs. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui, là, je sais que vraiment les orpailleurs auront le courage encore et auront l'engouement aussi de venir se recenser dans les lieux de recensement. Aujourd'hui, vraiment, moi, je peux remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, parce que tout le monde est motivé pour le recensement là. Chacun tient à avoir nécessairement pour avoir un document officiel pour ça, pour permettre de dire que vraiment je suis, pour être fier que je suis un Guinéen. C'est enjeu prioritaire pour attribuer une carte avec un numéro d'identification à tout citoyen ne laisse pas l'UNOG indifférente. Le club O+ de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh a à son tour lancé la campagne de sensibilisation des citoyens dans les différents quartiers de la commune urbaine. Première étape, la haute banlieue, plus précisément dans Missira et Baralandé. En langue du terroir, ils ont expliqué aux citoyens les enjeux de ce processus d'enrôlement en cours. Younous Atavel Kamara. La direction générale de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, à travers son club O+, lance la campagne de sensibilisation des citoyens en vue de se faire enrôler. Au compte de cette première journée, les étudiants formés pour la circonstance se préparent pour se rendre sur le terrain. Mais peu avant leur départ, ils reçoivent les dernières consignes de la hiérarchie. Et nous avons mis en place au sein de chaque université, y compris notre institut, des clubs. Et notamment le club O+, au positif, qui s'inscrit complètement dans ce élan de mobiliser toutes les populations, toutes les couches de la population pour pouvoir participer à ce recensement. Et de se mobiliser autour de l'importance de se faire recenser, parce qu'il y en a que davantage. Voilà, il y a beaucoup d'avantages par rapport à ces recensements, de ne pas regarder les connotations qui ont été déjà dévancées. À bord des véhicules sonorisés, les étudiants du club O+, de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, en compagnie de certains encadreurs, mettent cap sur la haute banlieue de la commune. En langue du terroir, ils expliquent aux citoyens les tenants et les aboutissants de ce processus d'enrôlement. On a jugé nécessaire de commencer à l'alentour de l'Institut, c'est-à-dire dans le quartier de Tamakene, et ensuite nous continuerons dans les autres quartiers. Comme avant, ils disaient qu'il n'y avait pas, c'était les extraits, mais comme aujourd'hui ils nous ont facilité, donc ça, nous sommes très ravis de ça. Les gens viennent maintenant, mais c'est ça qui a fait retarder des choses, donc nous sommes très contents. Mais seulement les jours de nous faire prolonger, s'il vous plaît. Durant tout ce mois de mai, les étudiants de cet institut supérieur réunis au sein de ce club comptent se rendre dans tous les quartiers du chef-lieu de la préfecture de Bokeh pour toucher toutes les couches sociales afin d'inviter ceux qui ne se sont pas toujours fait enrôler à aller s'acquitter de leur devoir civique. Les opérations de recensement initialement prévues pour 45 jours à compter de son lancement le 15 avril dernier, le gouvernement à travers le ministère de la décentralisation en rapport avec la coordination du PNRAVEC prolonge de 20 jours les opérations d'enrôlement. On écoute le ministre de la décentralisation au micro de Amadou Touré. Chers compatriotes, le gouvernement, à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, félicite toutes les citoyennes et citoyens guinéens pour leur mobilisation et informe par la même occasion la population guinéenne que la campagne d'enrôlement biométrique lancée sur le territoire national depuis le 15 avril 2025 est prolongée de 20 jours. En conséquence, la nouvelle date de fin des opérations d'enrôlement est fixée au samedi 20 juin 2025 à 18h00. Cette décision vise à offrir à tous les citoyens et citoyennes résidant sur le territoire national et ceux établis à l'étranger et remplissant les conditions requises l'opportunité de se faire enrôler à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC.
La population est donc vivement encouragée à saisir cette occasion pour accomplir ce devoir civique. Par ailleurs, la campagne d'enrôlement biométrique dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République de Guinée débutera le 1er juin 2025 pour une durée de 20 jours. Elle prendra fin le 20 juin 2025. Pour toute information relative au centre d'enrôlement sur le territoire national, les citoyens sont invités à se rapprocher de leur chef de quartier ou président du conseil de district ou à contacter le numéro vert national 105, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Concernant les opérations à l'étranger, les citoyens guinéens sont priés de se rapprocher de leur ambassade au consulat compétent pour toute information relative au centre d'enrôlement. Le gouvernement prolonge donc de 20 jours les opérations d'enrôlement. Présentation de la stratégie nationale de formation en commande publique couvrant la période 2025-2029. Le document présenté à l'ensemble des acteurs du secteur vise à mieux professionnaliser le travail des intervenants dans la chaîne afin de permettre la bonne exécution des achats publics. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Ils sont PRMP, personnes responsables des marchés publics, membres du patronat unifié, acteurs de la société civile et partenaires techniques. Ces intervenants dans la chaîne de la commande publique découvrent la nouvelle stratégie nationale de formation des acteurs couvrant la période 2025-2029. Élaboré par un consultant international, le document se veut ambitieux dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de l'écosystème de la passation des marchés publics en Guinée. On élabore toujours une stratégie pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc dans les jours à venir, on va commencer la formation des formateurs. Et avec cette formation des formateurs, on aura une base de données de formateurs. Et on va pouvoir dérouler la stratégie. Cette stratégie est le fruit d'un diagnostic approfondi des besoins, des lacunes et des défis que rencontrent les intervenants à toutes les étapes du processus de passation, d'exécution et de contrôle des marchés. Elle s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue de la performance du système de la commande publique. La bonne maîtrise des règles et procédures est une garantie de transparence. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics met un accent particulier sur l'intensification du renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs. Ce document dont la synthèse va vous être présentée officiellement lors de cette séance de travail intègre la sensibilisation, la formation diplômante et la certification des acteurs de la commande publique. Il prend aussi en compte les critères d'évaluation des cabinets de formation en marché public en vue d'une accréditation par l'ARMP. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui concerne la validation de ce plan qui est la première étape d'un programme qui conduira à la formation des acteurs et à la formation des cadres. Ce plan se veut global et concerne l'ensemble de l'administration publique, y compris les collectivités territoriales. Le document de stratégie nationale de formation des acteurs de la commande publique sera cet outil de référence pour les 5 prochaines années dans le pays. Sa mise en œuvre peut lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans l'attribution, la gestion et le contrôle des marchés publics. Vulgarisation des codes de bonne conduite au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les conseillers, les directeurs et les chefs de service sont les principaux concernés. Une manière d'améliorer la collaboration au sein de ce département. Reportage Diene Yansane, Robert Bangoura. Cette formation de 3 jours est organisée par le département de l'Environnement et du Développement durable.
Elle s'inscrit dans la dynamique d'approfondir les connaissances des principes et règles qui fondent le comportement attendu de tout agent public. Les conseillers et les chefs de service sont les principaux concernés. Les cadres seront amenés à réfléchir sur les enjeux éthiques de leurs fonctions. Cette opportunité que Madame la ministre nous donne pour former les cadres sur le code de bonne conduite de l'agent public est une opportunité que nous apprécions à juste valeur. Parce que quand vous attendez le code de bonne conduite, c'est le comportement dans le travail de l'agent. Et lorsqu'il y a la transparence, il y a l'impartialité, il y a le traitement d'égal à égal entre les travailleurs, cela est sans dire que nous partons à un résultat escompté. Cette formation va nous apprendre à comment se comporter dans l'administration vis-à-vis de notre hiérarchie, mais vis-à-vis aussi de nos différents collègues de service. Et ça va nous permettre de nous cadrer dans tout ce que nous faisons dans le travail de l'administration. Une occasion pour le chef de cabinet du ministère de souligner l'importance de cette formation. C'est un programme qui a été initié par Madame la ministre de l'Environnement et du Développement rural. Cela s'inscrit dans le cadre du programme de refondation engagé par le chef d'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous étendons à la suite de la formation donc une administration relativement plus performante d'un point de vue rédactionnel, mais d'un point de vue du respect, de bonne conduite, sur l'éthique, la transparence. Cette formation permettra de former 60 cadres sur la maîtrise des textes et lois, les doter en techniques approfondies en matière d'application des textes. Fin de formation sur la gestion budgétaire au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Les participants ont renforcé leurs compétences dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des budgets publics. Reportage Diarra Diallo, Adama Traoré. Cette session de renforcement de capacité a réuni une cinquantaine de cadres venus à la fois du niveau central et des services déconcentrés du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Améliorer la transparence et l'efficacité dans la gestion des ressources financières, tel était l'un des principaux objectifs de cette formation. Cet atelier nous a permis de renforcer notre compréhension des mécanismes essentiels. Mais au-delà de la théorie, c'est aussi une culture de gestion rigoureuse et transparente que nous devons continuer à promouvoir dans nos structures respectives. Je suis convaincu que les 5 jours d'intenses travaux vous ont permis d'étaler toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exercice de vos fonctions et que les experts ont apporté des solutions permettant désormais d'être efficaces et opérationnels sur le terrain. Au terme de cette session, les participants saluent l'initiative. Ils se disent satisfaits et enrichis par les connaissances acquises durant ces journées de travail. Quand on est sur terre, il faut vraiment savoir qu'on a besoin de la formation. Et ce que nous venons d'apprendre encore, vraiment ça nous a encore galvanisé, ça nous a encore renforcé et ça a renforcé notre dispositif d'intervention en matière de travail. Nous avons eu à apprendre le rapportage sur le budget de l'État et quelque chose qui nous est très utile pour être efficace sur le terrain et remonter l'information à temps. Nous avons quand même touché un domaine aussi qui concerne les CDE sur le terrain. Quand les gestionnaires sont chargés de suivre les CDE sur le terrain, je crois que c'est une très bonne chose aussi qui va encourager nos parents à assister l'État dans l'entretien de nos écoles. Nous sommes aujourd'hui capables d'exécuter les budgets de l'État sans problème, sans faille. Et également, ça a été vraiment une première fois pour nous d'être outillés de ce genre. Cette formation s'inscrit dans une série d'actions visant à renforcer la gouvernance financière des cadres publics. Un pas de plus vers une gestion plus rigoureuse et maîtrisée des ressources de l'État. Vers la relance des activités d'alphabétisation, c'est une priorité du gouvernement. Les cadres du département de l'enseignement préuniversitaire de Farana et Kankan étaient réunis pour discuter du redémarrage de ce programme. Ils envisagent pour ce faire une campagne de sensibilisation pour une adhésion des couches concernées. Le compte-rendu avec Elaja Fodé Bangali Fofana. Ici, réunis à Kankan, des cadres des inspections régionales de l'éducation et direction préfectorale de l'éducation des régions de Farana et de Kankan. Au centre de cette rencontre, la relance des activités d'alphabétisation dans les régions naturelles.
Une relance qui passe nécessairement par une campagne de sensibilisation des différents acteurs que sont les autorités, les communautés locales et autres partenaires. La Direction nationale de l'alphabétisation en amont a élaboré les plans stratégiques d'alphabétisation de 2 millions de jeunes et adultes à l'horizon 2030. Ce programme ambitieux ne peut se réaliser sans une vaste campagne de sensibilisation des autorités et des communautés à la base. Selon les participants, l'alphabétisation a non seulement de l'importance pour la communauté, mais aussi et surtout pour l'apprenant. Nos parents qui sont aux confins, comment ils peuvent percevoir, comment ils peuvent se rendre compte, tel est utile, s'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle nous véhiculons le message. C'est l'une des importances de la langue du terroir. Cet atelier aura atteint son objectif si une large sensibilisation est menée à l'endroit de nos populations à la base, leur permettant de connaître l'importance de l'éducation et surtout de l'alphabétisation. J'invite chacun, selon ses possibilités, dans son domaine de responsabilité, de sensibiliser plus nos populations, les femmes, les jeunes, pour que cette activité qui est d'une importance majeure puisse être relancée. Cet atelier aura été pour les participants un véritable cadre de concertation, de dialogue et de mobilisation avec des propositions concrètes pour permettre une véritable relance de l'alphabétisation dans nos régions. À Kankan, le district de Bankalan, dans la commune rurale de Karifa-Moria, a abrité l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des unions des producteurs de coton et vivriers, une rencontre d'envergure des partenaires techniques et des producteurs venus de toutes les contrées du pays, une forte mobilisation des acteurs pour relancer la filière cotonnière, une filière porteuse de croissance. Reportage Souleymane Kamara. Sous un soleil accablant, mais dans une atmosphère optimiste, l'Assemblée générale extraordinaire des producteurs de coton s'est tenue à Bankalan, une localité de Kankan. Cet événement historique, le premier après 3 ans d'interruption, marque un tournant décisif pour relancer la culture cotonnière, une culture vitale pour l'économie locale. Nous, on veut lancer déjà la mise en place des intrants le 2 juin. Il y a déjà une campagne d'égrainage qui a commencé pour qu'on puisse avoir 200 tonnes pour égrainer et avoir 90 tonnes de semences. Les engrais ont été déjà annoncés, ils sont déjà arrivés en Haute-Guinée. Donc très rapidement, d'ici le 2 juin, on pourra commencer la mise en place et les paysans vont voir effectivement que les intrants sont là, la semence est là et qu'ils peuvent commencer les semis. Producteurs, responsables techniques et partenaires au développement se sont réunis pour redonner une vie à une culture autrefois florissante, aujourd'hui fragilisée. Les enjeux sont clairs, relancer la production, sécuriser les revenus des agriculteurs et poser les bases d'une campagne cotonnière 2025-2026 ambitieuse. Il y a eu plusieurs tentatives de relance, mais cette fois-ci, nous avons voulu faire un état des lieux qui partira de l'expérience, de l'expertise et de l'avis des producteurs. Parce qu'il faut rappeler que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a également mis en place un comité de relance des filières agro-pastorales de Guinée qui pourrait se servir de ce rapport. Les producteurs ont remis un rapport clé au président de la Chambre nationale d'agriculture, identifiant les principaux défis du secteur. Nous demandons au président et à son gouvernement d'accompagner la filière coton. Si ce n'est pas lui qui la relance, qui le fera alors? Si nous, agriculteurs, nous tournons vers les partenaires étrangers, ce n'est pas parce que nous voulons leur prendre quoi que ce soit, mais parce que nous espérons bénéficier de leur soutien. NP et IPK avoisine les 50 000 tonnes. Toutefois, 80% de ces 50 000 tonnes ont été attribuées au privé
pour la commercialisation. Cette mesure a été prise face aux difficultés de gestion du secteur des engrais en Guinée, dans le but de sécuriser les investissements. En effet, les fonds alloués ne proviennent pas directement de l'État. Il s'agit de prêts contractés auprès des bailleurs pour soutenir les agriculteurs. À Bankalan, l'espoir est né pour la filière cotonnière. Après cet engagement général, le secteur de l'or blanc s'apprête à amorcer un nouveau départ pour aider les cotonculteurs à renouer avec leur passion. Renforcement de capacité des chefs de service et cadres de l'administration de l'hôpital national d'Onka. Il s'agit de doter ces responsables d'outils nécessaires pour assurer la pérennisation des résultats de la prise en charge des patients. Le point avec Falilou Diallo, Mohamed Silla. Leadership et gestion des équipes, la thématique est au cœur de cette rencontre de partage et de renforcement de capacité des acteurs clés dans l'offre de soins de l'hôpital de Donka. Cette initiative des concessionnaires en partenariat avec l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire en sorte que ces gens qui sont en situation d'autorité puissent travailler avec leur équipe, avancer avec eux et puissent profiter de l'intelligence collective aussi, d'aller chercher les gens qui connaissent mieux le terrain à nous aider à trouver les meilleures solutions. À travers cet exercice, la plateforme de gestion de cette structure sanitaire compte pérenniser les acquis obtenus après plus de 2 ans de gestion. L'idée de garder sa place d'hôpital de référence en Guinée, voire même dans la sous-région. On ne peut pas être un bon gestionnaire, on ne peut pas être un bon leader si on n'a pas les deux. Il est important d'allier les deux pour gérer d'abord ses équipes en interne, avoir le contrôle et la maîtrise de soi de ce que l'on veut offrir aux gens pour pouvoir mieux les prendre en compte et faire une prise en charge de qualité. Donc c'est de là qu'est parti justement ce thème sur le leadership. Notre mission ici, c'est vraiment implanter ce nouveau modèle-là, mais aussi renforcer les capacités du personnel médical, mais aussi administratif, afin d'offrir des soins de qualité à la population. Aujourd'hui, cette refondation de la gouvernance hospitalière se matérialise bien à l'hôpital national d'Onka et les résultats sont appréciables. Pendant près d'une semaine, ces chefs de service et cadres de l'administration de l'hôpital de Donka vont acquérir des compétences nécessaires à leadership et gestion des équipes. Un exercice qui marque le début d'une série de formations qui s'étendra sur tous les maillons de la chaîne de gestion de cette structure sanitaire. Culture, parlons de la mare de Nunkunkan. Ce week-end, elle a concentré toutes les attentions. Ce patrimoine culturel riche, gardé jalousement par les Magasuba, a été célébré dans la joie, la réjouissance populaire. Plus de 800 personnes venues de partout se sont jetées à la mare pour perpétuer une tradition, une culture ancestrale qui résiste encore au temps. Moussa Komara, envoyé spécial à Nunkunkan. Un mouvement inhabituel ce dimanche à Nunkunkan. Partout dans les foyers, l'on se prépare à célébrer un rituel traditionnel qui dure depuis des siècles. Le barbotage de cette mare Nunkun, une des plus grandes dans la savane. Ses fils viennent de partout, à moto, à pied, voire même en voiture, pour se ressourcer et respecter la tradition. Je viens pour pêcher dans la mare. C'est une tradition chez nous. Ce n'est pas à cause du poisson. Nous avons hérité ça de nos grands-pères. Si une nation n'évoque pas sa culture, Nunkunkan préserve jalousement la sienne. Avant la descente dans la mare sacrée, la ville est bien rythmée par ses folklores. C'est pas des danses bien assaisonnées par des chants. Une grande tradition populaire qui remonte à l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui est devenu le symbole historique, un symbole culturel de toute une nation, de tout un canton, de tout un village, et qui vient enrichir le patrimoine culturel guinéen. Il est 12 heures, le public rallie la mare. Entassés tout au long, ils attendent le coup d'envoi. Quelques minutes plus tard, le gardien de la mare sacrée descend en premier et ordonne la descente du public. La pêche collective peut commencer. À peine, Mohamed capture ce gros poisson. Je ne suis pas surpris.
À chaque fête de la mare, j'ai capturé de gros poissons. Je suis très content. Des poissons, il y en a eu dans des filets. Ce moment de retrouvailles, de joie, est l'occasion unique pour les fils ressortissants d'inviter la population à renforcer le vivre ensemble et ne pas oublier le recensement si cher au gouvernement. Le recensement nous aidera à développer Nunkunkan. Nous connaissons le projet Simandou, les dividendes de 2040. Comment le partage peut être égal si tu n'es pas recensé? On dira oui qu'on est nombreux à Nunkunkan. Donc on invite la population à se faire recenser. Depuis des décennies, la Manoukou est célébrée. Elle constitue un véritable levier d'intégration économique et culturelle. Sport, les équipes cadettes et juniors du Sili Handball sont à Conakry. Cela après leur sacre au tournoi IHF Trophy Zone 2, joué récemment en Mauritanie. De retour au pays, un accueil triomphal a été réservé à ces guerrières de cette discipline. Membres de la fédération et autorités sportives, tous étaient mobilisés à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry pour réceptionner nos Amazones. Reportage Adama Mara. C'est aux environs de 23 heures que les équipes U17 et U19 de Sili Handball féminin ont regagné le pays. Les Amazones du général Mamadouba Paye Kamara rentrent au Bercail avec 2 trophées. Elles se sont succédées sur le podium au tournoi IHF Trophy Jaune 2 devant les Marocaines lors de cette compétition en Mauritanie. Pour ces retours triomphaux au pays, l'ambiance est au goût du succès. Faisant confiance au staff technique et aux juges, je m'attendais honnêtement à ce trophée. C'est l'occasion pour nous de dire merci au ministère des Sports. Et l'État guinéen nous a accompagnés sur toute la ligne. Si vous voyez que 46 personnes reviennent d'une compétition aussi prestigieuse au niveau de la zone et remporter le trophée, c'est dire d'abord merci à l'État guinéen pour cet accompagnement. Dans ce tournoi UHF Trophy Jaune 2, le parcours de la Guinée aura été sans faille. Les handballeuses guinéennes ont enchaîné les victoires du début jusqu'à la fin de la compétition. Des victoires qui confirment la montée en puissance du handball féminin guinéen. C'est un pas en avant pour moi. J'étais l'entraîneur assistante et aujourd'hui je suis devenue l'entraîneur principal avec cette belle équipe des jeunes. Du coup, c'était vraiment du plaisir à voir les jeunes jouer. C'est la hiérarchie, bien sûr, monsieur le ministre, mais aussi tout le gouvernement pour la confiance qu'ils ont eu à placer au choix que nous sommes en train d'opérer. À savoir qu'il ne s'agit pas de faire le tout football. Qu'en dehors du football, il y a des fédérations et particulièrement le handball qui fait des résultats. C'est une fierté pour nous. Et l'autre double fierté, c'est le fait de savoir que ce sont des femmes qui se sont distinguées. Moi, je suis plus qu'ému de savoir que la Guinée peut avoir des handballeuses qui peuvent rivaliser à travers le monde. En remportant ces 2 titres, la Guinée décroche ainsi sa qualification pour la phase continentale de l'UHF Trophy 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Mandiana comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.